Avec la 4G Bouygues Télécom, retrouvez l'émission On refait le Mac. On refait le Mac, le podcast, le débat high-tech numéro 1 en France. Une émission enregistrée exceptionnellement à l'extérieur, spéciale voiture connectée dans cette magnifique Audi. On va essayer un petit peu de parler de CarPlay, le nouveau standard pour les voitures d'Apple. Et pour ce faire, on va en voiture pour vous présenter notre invité. Jean-Louis, on ne te présente plus Jean-Louis Fréchin de No Design, l'agence de design qui est notamment connue pour avoir travaillé avec pas mal d'entreprises high-tech, notamment Parrot. C'est bien ça, Jean-Louis? Yes. Alors Jean-Louis, on t'a convié avec nous cette semaine, c'est bien sûr pour parler de la voiture connectée, parce que c'est un sujet que tu maîtrises bien. Qui m'intéresse, en tout cas, qui me passionne. Voilà, parce qu'on parle beaucoup d'interface, mais il faut aussi parler de design en matière d'interface. Et c'est vrai qu'Apple, avec CarPlay, a une belle carte à jouer. On va en parler dans un instant. Mais avant de retrouver nos invités là, sur le Hangout, parce qu'on est dans une voiture connectée avec le réseau 4G le plus grand de France. Merci à Bouygues de nous soutenir. Tout de suite, c'est le sommaire. Alors qu'Apple a dévoilé CarPlay, son système qui permet de déporter l'écran de son iPhone sur le tableau de bord de son auto, la fine équipe dont refait le Mac prend la route pour tenter de décrypter les enjeux de la voiture connectée. Car plus que de proposer une télécommande pour son iPhone, l'objectif de la pomme va bien au-delà, à l'instar de son rival Google qui veut faire d'Android et de ses services le standard des véhicules de demain. Alors que penser de CarPlay? Qui va gagner? Les constructeurs automobiles vont-ils laisser nos deux géants de la tech prendre seuls le volant? À quoi va ressembler l'automobile du futur? Débat, on refait le Mac épisode 161, CarPlay, les enjeux de la voiture connectée. En Belgique, retrouvez On refait le Mac exclusivement sur Belgium iPhone à l'adresse belgium-iphone.lesoir.be, le premier site d'actualité iPhone iPad en Belgique. Et désormais, retrouvez On refait le Mac au Québec exclusivement sur le site de Mac Québec à l'adresse macquebec.com, la communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec. On est prêt, Jean-Louis, on démarre ce magnifique engin, une Audi. Alors on n'avait pas de voiture CarPlay, puisqu'Apple ne proposera une CarPlay qu'à la fin de l'année. Donc Audi nous a mis à disposition une voiture motorisée par Google, on va parler dans un instant. Avec comme invité, moi je démarre, on va essayer de nous appeler nos invités en même temps. Hein, on va quitter Boulogne, le studio 26 de Vector Images, en même temps qu'on roule. On va essayer de faire l'émission sans prompteur, sans rien, sans fiche, on y va. On n'a peur de rien et surtout on va essayer de ne pas avoir d'accident. Avec comme invité cette semaine, vous les connaissez, l'équipe historique d'On refait le Mac. On commence bien sûr par Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. J'ai peur, j'ai très peur honnêtement à te regarder ce soir, je tremble. Je t'aimais bien pourtant et puis t'avais quand même encore un vrai futur devant toi, tu vois, des projets, des choses à voir. J'aurais aimé dîner un soir avec Jean-Louis Fréchin et puis soudain il y a eu ce On refait le Mac qui pourrait peut-être être le dernier. Voilà, mais sinon ça va. On est multitâche. Autre chroniqueur habituel dont on refait le Mac, un historique, Monsieur X est ancien responsable d'Apple qui avance, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Eh ben écoute, sincèrement, après 500 mètres à te voir rouler avec la Audi, une GoPro et le 2000 au 4G, je suis déjà impressionné. Hein. Ah oui, c'est un grand super. merci aux équipes de Vector Images qui nous ont bricolé cette magnifique Audi. Hein. On a près de 4 caméras, dont une caméra extérieure. L'iPad, la connexion 4G de Bouygues Télécom. Alors ça va être une belle démonstration live de la qualité du réseau. Autre chroniqueur dont on refait le Mac, une nouvelle tête depuis quelques semaines dans cette émission. Il s'agit de Paul Rony de l'association Emo5.com. Bonjour Paul, ça va bien? Bonsoir, je suis là. Alors vous avez tous vos modems 4G, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, la couverture est bonne. Vous pensez qu'on arrivera à faire cette émission ce soir? Bon, regarde, moi j'ai 4 barres, hop là, le voilà. Tu vois comme c'est beau. C'est magnifique quand même. Bien. Alors, ça capte nickel.
J'ai fait des tests de débit, mais il aurait fallu que j'éteigne Dropbox et Google Drive pendant ce temps-là pour avoir des résultats qui veulent dire quelque chose. Bien, avant d'entamer de parler du thème principal de cette émission, la voiture connectée, un petit retour bref sur les dernières actualités de la semaine, autour d'Apple notamment. Je pense à l'annonce du nouvel iPad, du renouvellement des iPads. L'iPad 2 est arrêté, remplacé par l'iPad 4. Et l'arrivée d'un iPhone 5C 8 Go à prix entre guillemets cassé. Monsieur X, votre réaction ce chambardement en plein milieu comme ça d'une saison, quelques mois seulement après le lancement de l'iPad Air. Est-ce que vous comprenez un petit peu la stratégie d'Apple? Moi, je la trouve un petit peu floue en ce moment. C'est une stratégie désespérée, où je m'y connais pas. Moi, j'essaie de pas faire Non, mais je dis... passer la vitesse, oui. Je dis ça tout simplement parce que le modèle d'iPhone 5C à 8 Go dans le marché actuel, je vois pas à quoi ça sert. Il y avait deux options. Pas cher, et là le prix descend pas vraiment. Et puis la deuxième option, c'était plus de stockage, qui a un autre usage, et là on s'en éloigne aussi. Donc je pense que c'est pour occuper le terrain, mais je vois pas vraiment ce que cherche à faire Apple. C'est surtout le prix des modèles 16 Go et 32 Go qu'ils auraient dû baisser. C'est ça que les gens veulent, quoi. Le modèle 8 Go, même s'il est moins cher, on met 20 applications dessus et on en est au bout. Donc je trouve que c'est vraiment minimaliste, comme... on va dire stratégie de démocratisation de l'iPhone 5C. Cédric, on ne comprend pas très bien, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'Apple lance carrément un téléphone pas cher, casse le prix véritablement, en laissant un petit peu le cul entre deux chaises, excuse-moi l'expression. Surtout qu'il y avait des rumeurs comme quoi, notamment pour les pays émergents, Apple serait prêt à ressortir le vieil iPhone 4, qui est apparu maintenant il y a plus de 3 ans, qui a été retiré du catalogue là, au mois d'octobre dernier avec le lancement de l'iPhone 5S. Tu comprends encore une fois cette stratégie ? La question, c'est de savoir si Apple va mettre à jour l'iPhone 5C. C'est-à-dire que, est-ce que l'iPhone 5C va pas juste continuer de vivre une vie un peu comme l'iPad 2 l'avait vécu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une espèce de vie longue, où il est resté l'offre d'entrée de gamme d'Apple sur ce marché-là. Du coup, il y aurait une logique. Alors, de fait, aujourd'hui, lancer un iPhone 5C 8 Go pour créer quoi? C'est 40 € de différence avec le modèle 16 Go. Peut-être que ça fait plus de sens dans d'autres pays que chez nous. Les gens qui hésitent et qui se disent qu'est-ce que je dois acheter, je leur dis achète un 5S, il y a 100 € de différence par contre il y a une véritable différence fonctionnelle. Moi je connais plein de gens qui ont des 5C, Paul Ronny par exemple, mais c'est pas forcément pour des questions de coût, c'est peut-être parce qu'ils en préfèrent le design par exemple. Paul, Exactement. Paul, toi qui l'utilises tous les jours, l'iPhone 5C, le ticket d'entrée est quand même assez élevé pour s'adresser au grand public. Alors bien sûr, les observateurs disent que ce serait un moyen pour Apple de proposer un téléphone avec la prime opérateur vraiment à 0 voire à 1 €. Pour les pays émergents, c'est pas un argument. Ça n'a pas beaucoup de sens. Moi, je pensais surtout qu'ils allaient se débarrasser de l'iPhone 4S et avoir une gamme cohérente autour de leur nouvelle connectique déjà, avec le nouvel iPad 4 aussi, et baisser le prix surtout, un peu plus que ça. Jean-Louis, ça va? Tu n'as pas le mal de mer? Tout se passe bien? Tout va bien. Alors, tu en penses quoi de l'iPhone 5C? Est-ce que tu penses, comme nous avait dit dans l'émission Pascal Cagny il y a quelques semaines, que l'avenir de l'iPhone 5C, c'est un produit qui va vieillir comme le bon vin et le prix va baisser au fur et à mesure et va se retrouver mécaniquement à une somme très abordable dans 1 an, voire 2 ans? Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Alors, j'ai des informations, on va dire, proches du géniteur, qui me confirment que l'appareil coûte cher à produire. Plastique injecté, fraisé, poli, verni, repoli. C'est pas un produit low cost. Donc c'est pas un produit low cost, c'est un vrai produit Apple avec un design qui assume le plastique de manière assez haut de gamme. Et ce que je constate autour de moi, c'est que plein de gens l'achètent finalement parce que les 100 € pour beaucoup de personnes font une différence, mais c'est des gens qui ont goûté le camp d'en face et qui reviennent sur l'iPhone. Donc, je pense que c'est un produit qui va avoir son succès sur la durée, mais c'est un produit attractif quand même. Pour conclure sur l'actu de la semaine, l'iPad 2, Monsieur X, brièvement parce qu'on est déjà en retard, qui est retiré du catalogue, alors que l'iPad Air est arrivé il y a même pas 4 mois, 5 mois maintenant. Tu comprends un petit peu cette stratégie d'Apple. Donc l'iPad 2
pour ceux qui n'ont pas suivi, remplacé par l'iPad 4. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, pour le prix d'un iPad low cost, entre guillemets, ou d'entrée de gamme, on a une version Retina et un peu boostée. Monsieur X, encore une fois, cette stratégie, on sent un flottement vraiment au sein d'Apple en ce moment. Voilà, oui, mais on manque un peu de nouveauté, c'est vrai, mais c'est pas encore le moment pour Apple d'annoncer ses produits du printemps. Il faut être encore un petit peu patient, c'est plus avril. Ouais. Bon, par contre, là, c'est plus logique, hein. Et on est bien dans la tradition d'Apple. Pour le même prix, on a plus. Et là, on a le Retina. Donc moi, ça me paraît ça me paraît plutôt une bonne chose, même si ça ne change pas la face du monde des tablettes. Et ça, on l'attend pour, je l'espère, fin avril. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre dans ces stratégies, Cédric, que les ventes ne sont pas bonnes en ce moment ? Ah non, je pense que là, c'est la vie normale de la gamme. Depuis l'iPad 3, en fait, on a cet iPad 2 qui servait de marche d'entrée dans la galaxie des iPads, sans mauvais jeu de mots. Il était logique que ce soit mis à jour parce que c'était le dernier iPad qui ne soit pas Retina. Enfin, ça posait quand même pas mal de soucis, même aux développeurs, j'imagine. Et puis l'expérience, ça va vraiment rien à voir, quoi. Quelqu'un à qui tu mettais son premier iPad dans les mains, c'était un iPad 2. Bah, s'il comparait à la concurrence, c'était un peu décevant. D'autant que même en termes de prix, pour le même prix, dans le monde Android par exemple, tu trouves des choses avec des très très beaux écrans par exemple. Donc voilà, il était temps que même l'entrée de gamme soit du Retina, même si l'iPad 4 a les défauts de l'iPad 3 en moins grave, c'est-à-dire il est quand même épais et lourd, surtout par rapport à l'iPad Air évidemment, mais ça tombe bien, ça permet à Apple de faire une gamme cohérente. Ouais. Dernier mot sur l'iPad, Paul. Comment tu analyses cette arrivée ? C'est pas forcément encore un produit très abordable. Pour les catégories un peu plus jeunes qui nous regardent et qui sont de ton âge, il faut rappeler que tu as un peu plus de 20 ans, c'est quand même un ticket d'entrée assez élevé et que là c'est vrai qu'Android a vraiment une valeur ajoutée et peut s'adresser vraiment à tout le monde et pas simplement aux gens qui ont un peu de sous, quoi, entre guillemets. Moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle et que le vrai iPad d'entrée de gamme, ça reste l'iPad mini de l'année dernière. Alors, cette semaine, vous l'avez remarqué, Fanny n'est pas avec nous, donc la vigie du web, celle qui récolte vos questions, c'est Paul Renier. Est-ce qu'on a une petite question derrière les fagots, Paul, avant d'aborder le sujet principal de l'émission, à savoir la voiture connectée, vous faites une petite démo ici de cette magnifique Audi A3. Alors, j'ai une question de Sylvain Galmel qui demande « Que penser du retard apparent d'Apple sur les objets connectés, dont la montre ?» Alors surtout qu'il y a eu une annonce cette semaine Motorola, mais on en parlera plutôt en fin d'émission parce que je crois que c'est le coup de cœur de Paul. Cédric, une réaction rapide sur cette question. Depuis le début, on ne sait pas, hein, on n'a pas de confirmation. J'attends que Jean-Louis Fréchin ouvre la bouche, mais on n'a pas de confirmation définitive du fait qu'Apple soit en train de faire une montre. Il y a eu beaucoup de rumeurs, ils ont embauché plein d'ingénieurs, etc. Mais en gros, la montre, elle en est au même point où la télé en était il y a quelques mois ou quelques années. Donc, comme tu vois, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de télé. Donc voilà. Oui, en même temps, s'ils le font, ils vont pas pour autant, ils le feront à la Apple. C'est-à-dire que je pense pas qu'ils vont se disperser en faisant, tu vois, une gamme de 8 objets différents. Ils vont pas faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que ce qu'on attend, c'est une montre. En même temps, le marché de la montre connectée, il est quand même extrêmement limité. Donc tous les gens qui vont s'y lancer ont soit intérêt à énormément innover et à créer de l'envie, soit intérêt à être extrêmement prudent avec leur prévision. Alors, on pointe du doigt dans cette émission, vous avez bien compris Jean-Louis, parce que Jean-Louis a la chance d'avoir un relationnel assez bon avec Apple, on ne dira pas plus, mais tu as déjà fait quelques visites à Cupertino. Tu crois vraiment qu'Apple va arriver sur ce marché de l'objet connecté est-ce que tu interprètes, comment tu interprètes le temps que met Apple à y arriver justement ? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle de prendre son temps? Je sais pas, pour continuer une vieille discussion avec Cédric, la télé connectée n'existe pas pour nous, mais elle existe pour Apple. Ça c'est clair. Sur les objets connectés, j'ai pas de sentiment ni d'information particulière, si ce n'est que le regard pétillant, brillant de « Ah, si tu savais Jean-Louis » lors d'un dîner à San Francisco au mois de septembre, m'a plutôt donné l'impression que le meilleur semblait... La prochaine fois, tu prendras une GoPro avec toi. Hein. T'en passeras une, on a plein de Je vais faire mon Patrick Buisson. Mais il n'y aura pas d'autre fois. Mais non, je crois qu'il y a des recrutements côté, enfin c'est pas je crois, je suis sûr côté design, et il y a des projets vraiment lourds en plan. Alors après, vous disiez que Apple a quelques soubresauts. Oui, Tim Cook qui réagit au bouquin et comme par hasard Jonathan Ive qui fait une série d'interviews croisées.
parce que il y a besoin de rassurer un petit peu, il y a des attentes très fortes. Et les équipes de marketing ont été doublées, ce qui est pas historique chez Apple, donc c'est une nouvelle façon de gérer les choses. Ouais, l'entreprise se reconstruit et c'est plus tout à fait pareil qu'avant, quoi. Ça c'est clair. Il y a un autre process, mais il est de coutume, Jean-Louis, chez Apple, de dire on sort un produit lorsqu'il est prêt et non pas parce que le marché l'attend. Ouais, et puis quand on peut. Il faut qu'il sorte un jour, on l'a vu avec la télé. Quand on peut faire le meilleur et quand on sent qu'on peut pas y aller parce que les marchés, notamment de la télé en Europe, sont trop compliqués. Puis c'est un marché à inventer. J'ai mal entendu le nom de la personne avec qui Jean-Louis a dîné à San Francisco. Tu connais le métier de Jean-Louis, on n'en dira pas plus. Concrètement, on va parler du sujet principal de cette émission. On a perdu beaucoup de temps autour de l'actualité. On va parler de la voiture connectée. On est dans une voiture connectée. Là, il est presque 20h à Paris, heure de pointe, sur les quais de Seine. Et je vous prie de croire que la 4G tient, c'est remarquable, ça montre la qualité du réseau et la qualité de cette voiture, parce que c'est une voiture qui est motorisée non pas par CarPlay, parce que le système, je l'ai dit en préambule, n'est pas disponible pour le moment, il sera disponible à la fin de l'année, mais par Google. Alors vous avez un système ici de molette qui permet d'accéder à toutes les principales fonctionnalités de l'auto, évidemment Google Maps, Jean-Louis, sans surprise, le système de... j'ai pas grillé de feu là, non, tout va bien. Le système de navigation de Google. Évidemment, il y a une prise ici, excuse-moi, dans le repose-coude pour brancher l'iPod. Il gère intégralement l'iPod. J'ai toutes les fonctions à l'écran. Je vous ferai la démo. Voilà, vous avez la possibilité également d'avoir un système de reconnaissance vocale. Le trafic, il n'est pas bon à cette heure-ci, donc sans surprise. Est-ce que le feu est vert ou est-ce que le feu est rouge? Il est vert. Non. Il est rouge. Piéton vert. Piéton vert. Excusez-moi, cher ami. Concrètement, pourquoi aujourd'hui les grands constructeurs se positionnent, les grands constructeurs ou les grands spécialistes du logiciel ou des services, Jean-Louis, se positionnent sur la voiture? Quel est l'enjeu aujourd'hui de ce marché? L'enjeu, il est énorme. On pourrait le situer sur 3 points. Les 3 points principaux, d'abord, il faut se rappeler qu'aux États-Unis, l'automobile, c'est une religion et que c'est un marché qui n'a rien à voir avec le nôtre. Donc le premier marché, c'est celui des données que peuvent générer les voitures pour créer des services autoroutiers, des services de météo, enfin tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire c'est les data. La deuxième chose, c'est la voiture comme comme relais, l'internet des voitures, c'est-à-dire une sorte d'infrastructure roulante qui, matchée avec les data, crée finalement un réseau mobile. Et puis le troisième, qui est à mon avis le plus important, c'est la guerre des services. C'est la voiture comme accessoire de l'iPhone ou la voiture comme plateforme. Alors il est évident que les constructeurs automobiles sont plutôt dans le voiture comme une plateforme, mais que les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple et pourquoi pas Facebook, Amazon et Facebook, veulent, comme ça s'est passé dans la maison, s'occuper de vos adresses, vos trajets, les loisirs à bord. Et là, il y a une sorte de guerre sur celui qui va un peu tenir les services, donc tenir le client. Ouais. Donc en résumé, d'une part, le premier enjeu, les gens passent de plus en plus de temps dans leur véhicule, donc il faut qu'ils soient connectés, y compris dans le véhicule, pas uniquement en dehors. Donc la voiture, c'est l'un des derniers objets de notre vie quotidienne qui ne l'est pas. Moi, sur ma voiture, pour mettre à jour mon GPS, il faut que je glisse des DVD, donc on est très loin de cet univers. Donc cette voiture, cette Audi spécifiquement, elle a dans le tableau de bord une carte SIM 4G qui nous permet de faire cette émission. L'autre enjeu, effectivement, c'est de récolter les habitudes des consommateurs, des conducteurs. Et là, il y a une vraie guerre aujourd'hui entre les géants du logiciel et du matériel, mais aussi les constructeurs qui veulent garder la main, Jean-Louis. La voiture dit où vous êtes, la voiture dit ce que vous écoutez. La voiture dit comment vous conduisez par un temps météo particulier, grosso modo, l'assurance à l'usage, le pay per use, comme on dit en anglais, et puis au-delà, la voiture automatique. La voiture sans conducteur va avoir un OS
Et celui qui va faire l'OS de ces voitures automatiques va contrôler finalement un marché colossal. Alors on n'y est pas encore à la voiture automatique, on en parlera de manière prospective à la fin de cette émission, parce que la troisième partie, vous verrez, est consacrée, si je me souviens à peu près de mon prompteur sans note, c'est pas évident, en conduisant, c'est pas de se faire couper en deux, voilà, par la grosse BM derrière. On en parlera dans la dernière partie de cette émission, si tu es d'accord Jean-Louis, puisqu'on va essayer de dessiner un petit peu le futur de la voiture. Revenons à CarPlay, Paul, concrètement, on est très loin encore de ce schéma-là de la voiture automatique, hein, Paul. Pour l'instant, CarPlay, c'est juste déporter ce que j'ai sur l'écran de mon iPhone, hein, c'est bien ça. C'est exactement ça, et en plus, l'expérience, contrairement à ce qu'on connaissait chez Apple, ne sera pas la même chez tous les constructeurs, donc c'est vraiment très embryonnaire pour le moment. Alors effectivement, on a été assez surpris, Jean-Louis, lorsqu'on a vu arriver ce système. D'abord, c'est pas forcément du tactile, comme le disait Paul, ça peut être une molette comme ici dans l'Audi chez Mercedes, du tactile chez Volvo avec un écran multitouch comme sur l'iPhone, et puis carrément des écrans résistifs chez Ferrari, assez surprenant, vraiment les écrans bas de gamme dans lesquels on ne peut pas faire positionner plusieurs dents en même temps. C'est assez étonnant comme choix. Comment tu expliques ça, qu'Apple n'ait pas imposé ces critères? C'est assez inhabituel chez Apple. C'est étonnant et ça ne l'est pas. C'est-à-dire que l'automobile, c'est un monde processé assez fordiste du XXe siècle, avec des cycles de développement assez longs. Une voiture dure 10 ans, l'informatique, c'est un problème pour le monde automobile. Ouais. Il faut quoi? Il faut 7 ans pour une voiture, c'est ça, 7 ans pour... Alors, c'est-à-dire une année informatique, ça vaut 7 ans de vie normale, donc une voiture dure 10 ans, c'est-à-dire c'est une informatique qui a 70 ans au bout des 10 ans. Ouais. C'est juste pas raisonnable. Donc Apple a senti, mais un peu comme dans la maison, disons numérique versus domotique, le monde automobile pour adresser finalement ces technologies nouvelles, ce que moi j'appelle le monde numérique, il y a forcément des cohabitations compliquées. Et Apple a choisi une stratégie très modeste, c'est-à-dire de parler à tous les types d'interfaces, des résistifs pour Ferrari, ce qui est un peu étonnant, le capacitif, des constructeurs un peu plus... capacitif multipoint. Voilà, exactement, les molettes et puis les commandes au volant. Donc il faut parler à tous les types d'interactions, finalement, pour exister, et dans des contraintes d'usage qui sont particulières, puisqu'on conduit, et donc il faut des commandes qui respectent un peu les consignes et les normes, parce qu'il y en a de sécurité. Monsieur X, c'est assez étonnant, hein. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on voit un produit d'Apple tourner sur un autre matériel qu'un produit conçu à Cupertino. Hein, c'est très rare. Ça montre qu'Apple vraiment a de l'ambition autour de ce marché et est prêt à faire des efforts qui d'ordinaire, du temps où vous étiez chez Apple, auraient été inimaginables. Hein. Absolument. Et tu sais, sur cette question de pourquoi CarPlay a l'air d'être une entrée par la petite porte dans le monde de la voiture, je me suis posé beaucoup la question, je n'avais pas de réponse. Donc dans ces cas-là, je fais souvent la même chose. Je vais sur le blog de Jean-Louis Gasset et Jean-Louis, dans Monde des Notes, a fait un très bel article sur CarPlay qui, moi, m'a éclairé, à mon avis, sur, on va dire, la stratégie potentielle d'Apple là-dessus. Et en gros, Jean-Louis Gasset dit ceci. Il dit, en fait, c'est extrêmement malin ce qu'Apple a fait, et c'est tout à fait volontaire. Il n'y aura jamais d'iPad ou d'iPhone intégré dans la voiture. On aura toujours ce système où on branche son iPhone, et ce qu'on voit sur son système de navigation de la voiture, c'est une recopie vidéo à la AirPlay, plus ou moins intégrée en fonction du modèle de la voiture. Et Jean-Louis trouve ça assez génial en disant... Si Apple arrive à convaincre les constructeurs automobiles de rendre leur voiture compatible avec cette espèce de recopie vidéo qu'est CarPlay, il s'ouvre un marché beaucoup plus grand et beaucoup plus rapidement que s'il essayait de convaincre les constructeurs d'intégrer un iPad. Et puis, on reste dans un business model qu'Apple maîtrise extrêmement bien, qui est de l'écosystème, avec un système de royalty. Donc lui, il y voit une manière de faire logique, de par la vitesse de pénétration que pourrait avoir Apple et de par les business models qu'Apple aime travailler, l'écosystème, là où vraisemblablement Apple n'a pas l'intention d'être un fournisseur de tablettes pour les voitures. Et moi je trouve que c'est une vision qu'a Jean-Louis Gasset qui me paraît pas bête et me rend assez optimiste. Alors je préférerais acheter une voiture où il y aura du tactile parce que j'aurai vraiment une expérience à la iPad,
Mais pourquoi pas avoir CarPlay dans toutes les voitures? On dit souvent qu'Apple ne démocratise pas assez ses produits. Là, ça serait une manière de le faire. Cédric, on en parlait avant le début de cette émission. Tu avais été un petit peu dubitatif sur l'annonce, sur l'interface, qui est quand même très très minimaliste, Cédric. Il n'y a pas beaucoup d'effets. On a vu des choses parfois sur les salons automobiles avec des concept cars, avec des énormes écrans. Là, c'est très 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 sobre. C'est très très loin presque de l'univers d'Apple, non? Un peu décevant quand même. De prime abord, c'est une immense déception. De prime abord, en tout cas. D'abord parce que ce n'est qu'une réplication de ce que tu as sur ton iPhone. Et alors tu te dis, mais ça veut dire qu'il faut avoir un iPhone. En l'occurrence, il faut avoir un iPhone et au moins un iPhone 5 pour que ça fonctionne aujourd'hui. Ouais. Donc, what the fuck? Enfin, tu vois, si tu achètes une Volvo à 60 000 € ou une Ferrari à 400 000, tu peux t'acheter un iPhone 5 Plus. Bon, évidemment, tu n'es pas à un iPhone 5 près, mais tu pourrais surtout t'attendre à ce que tout ça ait été intégré pour toi à l'intérieur de la voiture. Et puis, j'ai un peu le même processus intellectuel que Monsieur X. C'est-à-dire que je me dis, à chaque fois que Apple fait un truc que je ne comprends pas ou que je trouve mal foutu, je me dis, bon, ils ont dû passer plus de temps à le réfléchir et à le concevoir que je vais passer de temps à l'analyser ou à essayer de le comprendre. Donc forcément, ils y ont mis une dose d'intelligence supérieure. Parfois c'est faux, parfois c'est juste qu'ils ont fait une connerie. Ouais. Là, j'ai envie de penser que ce sera plus que ce que l'on voit aujourd'hui. Parce que de fait, l'histoire des écrans capacitifs, enfin je veux dire, si Apple a une force, ce serait quand même d'arriver à au moins faire une liste de specs, tu vois, ne serait-ce que des choses sur la rapidité du processeur qui se cache derrière, etc., en disant, voilà la base en dessous de laquelle vous ne pouvez pas descendre pour ne pas dégrader l'expérience de l'utilisateur. Or là, l'histoire de l'écran résistif, dans une Ferrari, on a l'impression de rêver quand même. Ouais, et surtout, réfléchissez bien, vous allez acheter une voiture avec CarPlay à l'intérieur. Comme l'a très bien dit Jean-Louis, le temps pendant lequel vous aurez cette voiture, ça va être quoi? C'est 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans peut-être. Ça veut dire que pendant ce temps-là, pour que ça marche, il faut que vous ayez un iPhone en poche. C'est-à-dire que jamais vous n'allez changer de maison. Très bien, montrez-moi ce qu'Apple fera dans 5 ans qui justifiera qu'on ait un iPhone en poche. Donc ça pose quand même des questions. Et honnêtement, moi je me souviens de l'annonce à la WWDC en juin dernier, où qui avait fait l'annonce, je me souviens plus, je crois que c'était Phil Schiller. Et on disait, ah ouais, ça y est, iOS in the car, etc. Là, c'est pas iOS in the car, c'est à la rigueur AirPlay in the car. Et c'est bien. C'est pas mal, je comprends ce à quoi ça peut servir, mais il manque un nombre de trucs absolument incommensurables, à commencer par des applis, parce que, comme le disait un camarade sur Facebook, je suis désolé, il n'y a pas Waze, donc s'il n'y a pas Waze, deal breaker. Alors comment tu peux expliquer, Jean-Louis, toi qui connais bien cet univers, puisque tu y travailles mais tu ne peux pas en parler sur les projets sur lesquels tu travailles, tu es comme Apple, et que tu en as aussi discuté avec Apple, comment tu expliques que le peu d'ambition en termes d'interface, c'est vraiment minimaliste, juste un fond noir, il n'y a pas d'effet, on n'en fait pas trop, c'est une volonté ou c'est un manque de temps? Alors, je crois que Mr. X a pointé le sujet. En fait, donc Apple a clairement choisi la stratégie Car as a Device, c'est-à-dire la voiture devient un accessoire de l'iPhone. Ouais. Et pas, pour pas le dire, on va dire violemment, constructeurs automobiles qui donc peuvent abandonner leur stratégie de plateforme qui coûte très cher. Ouais. On y va doucement, piano, en effectivement faisant de l'AirPlay et en gérant bien les commandes. Donc c'est une stratégie très légère, l'air de pas y toucher. On offre un peu de commodité aux clients, mais ça veut dire, et je crois que pour Google c'est la même chose, que la télécommande, le cœur de la voiture et l'endroit où va se situer la navigation, et donc tout l'écosystème de services et d'applications, c'est le téléphone. Parce qu'ici, Cédric, si tu étais avec moi en voiture, tu t'apercevrais qu'on ne pourrait pas non plus installer une application sur ce système-là. Mais on va revenir sur les systèmes qui permettent justement d'installer des applications. Est-ce qu'il n'y a pas une contrainte aussi, on ne peut pas non plus en faire des tonnes comme on voit sur les grands salons d'automobile, parce qu'en fait les voitures où on voit avec des effets, des écrans géants de toute beauté, eh bien c'est des voitures qui ne roulent pas, c'est des voitures de démo. Là, l'écran est relativement discret, j'essaie de me concentrer malgré l'iPad, les GoPro et la lumière sur la voiture. En clair, il ne faut pas trop en faire pour des raisons de sécurité aussi. Non mais attends, moi j'ai une référence. La référence, c'est ce que j'utilise tous les jours, un truc d'une marque que Jean-Louis connaît bien, qui est Parrot. Ouais. L'astéroïde de Parrot, il fait 6 pouces. Il coûte, et pourtant c'est de l'aftermarket, donc c'est un truc que tu achètes après avoir acheté ta voiture. Je crois qu'il coûte 600 € environ. Donc voilà ce qu'on peut faire dans cette enveloppe de prix, et là, prix grand public, etc. Je suis désolé, je vois pas comment une expérience pourrait être en dessous de ça.
Pourtant, c'est pas le truc le plus rapide du marché, mais ça fait Waze, ça fait Spotify, ça fait etc. Et de manière absolument autonome, tout ce dont ça a besoin, c'est une connexion Internet que tu peux lui apporter par une P3G, par ton propre téléphone, pourquoi pas, où est-il ? Ça y est, j'ai perdu ma connexion Internet, elle est ici. Donc voilà, je m'attendais, en attendant l'arrivée de CarPlay, à voir arriver quelque chose de plus fini, de plus poli, de plus ambitieux, en fait de plus ambitieux. Et je pense que la déception, elle vient de là. Je comprends très bien la stratégie telle que l'explique monsieur X, Jean-Louis Frachin et Jean-Louis Gasset, mais voilà, en tout cas, si tu veux, si j'avais eu aujourd'hui l'envie d'acheter une nouvelle voiture, je serais pas en train de me ruer en concession, quoi. Alors, Jean-Louis. Cédric, tu as tout à fait raison. L'astéroïde aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de plus complet, de plus intégré, de plus intéressant. Mais il y a une chose que l'astéroïde ne fait pas, c'est toucher aux éléments de sécurité de la voiture. Ce que les systèmes embarqués type BMW, Audi, etc. peuvent faire. Waze était sur l'astéroïde comme par hasard. Il semblerait que ça va disparaître parce que Google reprend un peu les choses en main. Ouais. Si on met Google Maps à la place, je serais pas malheureux parce qu'il n'y a pas Google Maps sur Astéroïde, il faut le dire, parce que c'est un format particulier, donc tu n'as pas le Play Store, tu as un magasin d'applications par ordre, etc. Mais voilà, tout ça pour moi est interchangeable. Dans une voiture aujourd'hui, on ne peut pas, si on veut toucher des éléments de sécurité, donc rentrer dans les normes, on rentre dans une informatique intégrée lourde, avec les systèmes qui sont embarqués dans les automobiles, qui ne sont pas des informatiques de la première jeunesse, on en parlera après. Et c'est pour ça que Astéroïde est un peu à la pointe de ce qu'on peut faire, mais avec la limite de ne pas toucher aux éléments de sécurité de la voiture, quitte à piloter ou, comme Mercedes, prendre des décisions quand on dépasse une ligne blanche ou des choses comme ça. Et ça, clairement, là, on est juste dans la navigation et l'entertainment, en fait, hein. Avec même des choses qui n'ont pas de sens, parce qu'il y a VLC à l'intérieur d'Astéroïde. Alors c'est merveilleux, tu peux mettre une carte SD ou une clé USB à regarder des films dessus, c'est pas bien, il ne faut pas le faire, même s'ils ont mis une application pour regarder la télé en direct en 4G. Il y a une contrainte de sécurité, on l'a compris, Jean-Louis, qui expliquerait qu'Apple y aille mollement sur les interfaces et se montre très très sobre et une volonté quand même de ne pas faire peur aux constructeurs, surtout les constructeurs aussi ont parié sur des standards. C'est le cas des constructeurs français, bien que dans le pool des marques qui devraient adopter CarPlay, il y a aussi des constructeurs français en prochain à Peugeot. Il n'y aura pas que Mercedes, Ferrari et Volvo. Il y a Nissan et j'en passe. Alors, c'est un peu schizophrénique. D'un côté, je développe mon propre système et derrière, j'adopte le système d'Apple. Dans le cas de Renault, par exemple, ils ont adopté AirLink, si je me souviens bien. Voilà. Est-ce qu'un constructeur automobile a les capacités, le savoir-faire, le designer pour les interfaces, pour s'adresser à ce type de public, à ce type de marché, ou c'est un métier de développeur et c'est un métier d'Apple, de Google? Non, c'est une question de stratégie. Alors de stratégie pour nos amis du numérique et de stratégie pour nos amis de l'automobile. L'automobile tend à devenir serviciel. Donc l'automobile serviciel, ça veut dire payer à l'usage, c'est un peu le modèle Tesla, hein, on n'en a pas parlé, mais en termes d'intégration, c'est un joli modèle, et c'est le business de l'automobile du futur. On paye à l'usage et en fait on a un objet serviciel, on ne possède plus la voiture, etc. Donc Renault a fait le pari de créer son environnement, et puis d'autres font un autre pari. Ça me rappelle un peu l'histoire de Carminat et de TomTom chez Renault, où Renault avait développé son système de navigation très sophistiqué, son propre GPS à la française, etc., qui coûtait... C'était très beau, très cher. Très beau, très cher, 2000 €. Et puis un jour, il fallait mettre des GPS dans des Mégane et des Twingo, et ils se sont dit, et si on mettait TomTom? Et là, on déléguait finalement le service à quelqu'un d'autre. Et la question sur ces environnements, navigation, refait le Mac, je te confirme. Navigation, loisirs à bord et tous les services qu'on va pouvoir imaginer, distribution des écrans derrière, etc. Soit on le délègue à quelqu'un, parce que c'est pas notre métier, on n'a pas d'argent pour le développer, ce qui est peut-être le cas de Peugeot en ce moment. Soit au contraire, on fait une stratégie, la voiture comme une plateforme, et le AirLink de Renault, c'est un Android modifié, hein, donc les technos, c'est toujours un peu les mêmes. Alors forcément, on est un peu lié à Google dès qu'on touche Android. Et c'est vraiment une question de stratégie pour accompagner l'avenir de l'automobile, qui n'est plus un objet de possession, mais d'usage. Et donc les constructeurs automobiles doivent
devenir des entreprises du 21e siècle, numériques, mais c'est très compliqué, c'est très long, c'est un changement de culture, donc c'est pas homogène les stratégies. Surtout que Monsieur X, pour revenir à Renault, c'est une vieille histoire de la voiture connectée. Souvenez-vous, 1984, une année mythique, puisque c'est l'année de la sortie du Macintosh, c'était aussi la sortie de la Renault 11 électronique, séquence nostalgie. C'est moi. Ouverture coffre. Moteur. Essuie-glace. Climatisation 20 degrés. Ça. Diagnostic. Niveau correct. Pression des pneus satisfaisante. Autonomie 350 km à 90 km/h. Pas de nécessité d'une révision vidange avant 2700 km. Alors Monsieur X, il y avait tout, on a déjà à l'époque, le système de navigation, on était très en amont, le téléphone main libre, la reconnaissance vocale qui fonctionnait dans la voiture D84. On sent que les constructeurs s'intéressent au sujet depuis longtemps et du temps où vous étiez Apple, vous aviez je crois un petit peu travaillé pour essayer de rapprocher à Renault et d'Apple au début des années 2000. Monsieur X, vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire ? Ouais, c'était un peu plus tard, Olivier, c'était en 2004-2005. Et effectivement, Apple, alors par l'intermédiaire d'Apple France, mais évidemment tout était dirigé par Cupertino, a discuté avec Renault pour mieux intégrer, ou intégrer tout simplement, l'iPod dans les voitures. Voilà, qui était la question de l'époque. Sachant que il y avait des constructeurs comme Smart à l'époque qui avaient déjà sorti des Cradle par exemple. Et Renault semblait être un candidat pour travailler avec Apple. Donc il y avait un premier chantier qui était je mets l'iPod, ce qu'on appelle en première monte dans cette industrie, comme accessoire standard dans une voiture quand je l'achète. Et puis il y avait un autre projet, un autre chantier qui était comment mieux intégrer un iPod vendu comme accessoire sur une voiture Renault qui n'a pas été pensée pour ça au début. Et pour ce qui était d'intégrer l'iPod en première monte, il y a même Steve qui est venu et qui a parlé aux gens de Renault, qui a invité les gens de Renault. Je crois que Jean-Louis d'ailleurs nous avait raconté cette histoire. Moi j'y étais pas, donc je n'en ai que des oui-dire. Oui, Patrick Lequément avait rencontré Steve Jobs et Steve Jobs avait offert un iPod à Patrick Lequément, le designer en chef de Renault. Le designer en chef à Renault de l'époque, qui m'a raconté l'histoire avec vraiment de l'émotion dans la voix. Ça l'avait marqué. Ouais, j'ai ouï dire que Steve Jobs avait débauché un designer de chez Renault, d'ailleurs, suite à cette visite, mais j'ai ouï. Oui, absolument. Mais une des conclusions qui avait été tirée, c'est qu'il n'y avait pas moyen de faire les choses ensemble, ou en tous les cas, plus d'intégration. Il préfère les marques allemandes, Monsieur X, il préférait les marques allemandes. Puis je pense que voilà, ce qui s'est dit aussi en interne chez Apple, c'est que Steve n'avait pas été très très convaincu par le fait que Renault soit le bon partenaire. Et c'était pas des questions industrielles, c'était plutôt des questions d'image. Voilà, et en cascade, le projet aussi de vente d'iPod comme accessoire dans les concessions Renault a été arrêté aussi. On en est resté à, vous voulez faire marcher un iPod dans une voiture Renault, vous faites un trou à la chignole dans la boîte à gants et vous sortez un câble audio en face arrière de l'autoradio et vous connectez votre iPod. Mais je ne rigole pas, je pense même qu'il y a un moment des FAQ sur les sites d'Apple qui expliquaient que c'était l'intégration de base de son iPod dans une voiture. Faites un trou dans la boîte à gants, tirez un câble audio et c'est parti. Ouais, on va essayer de prendre les champs, on n'a pas peur ce soir. Alors, le concept car de la Twingo 2 présentée à Genève, à grande fierté de Patrick Lequément, le concept car avait intégré une prise iPod, pardon. C'était une révolution pour Renault, mais c'est jamais passé à l'acte. Ouais. Paul, de ton côté, est-ce que tu as une petite question de derrière les fagots des internautes qui ont préparé leurs questions pour cette émission? Alors, il y a Julien, hâte le jus de pomme, qui demande: on parle d'applications bridées par Apple dans CarPlay. Quelles seraient les applications concernées par CarPlay et pour quels usages? On ne peut pas installer n'importe quelle application, Jean-Louis, et pour l'instant, elles se comptent sur le doigt d'une main, les applications aujourd'hui. Comment on explique ça justement? Pourquoi on ne peut pas installer n'importe quelle application? Parce que des applications sur un écran d'un véhicule dans lequel on se déplace, tout de suite on touche aux questions de sécurité. Donc on a les loisirs, c'est-à-dire la musique, iTunes, on a la téléphonie bien sûr,
Il y a Spotify aussi pour la musique. Et puis, ce qui est un élément stratégique absolu, qui est plan, puisque la guerre des systèmes de navigation est un élément... la guerre là, entre Google et Apple, c'est pour imposer son système de cartographie. Et un élément critique dans ces systèmes embarqués. Au-delà, certaines marques, comme on parlait de Parrot et d'Asteroid, coupent certaines fonctions quand le véhicule est en mouvement. Pour éviter les problèmes de sécurité. Ouais, même dans Waze, quand je veux rentrer une adresse et que je suis en mouvement, en gros, il faut que je certifie à la machine que je suis le passager du véhicule. Et de fait, c'est pas bien de manipuler un clavier. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que sur CarPlay, il y a Spotify aujourd'hui. La mauvaise nouvelle, vous l'avez déjà couverte, c'est que votre seul choix de navigation, si j'ai bien compris, c'est Apple Maps. Alors, la différence quand même, Cédric, c'est qu'on peut downgrader, c'est-à-dire que tu peux très bien choisir de rester dans l'univers propriétaire du constructeur originel, que ce soit Mercedes, Ferrari et Volvo. Oui. C'est-à-dire que tu peux revenir au système embarqué d'origine. Donc apparemment, c'est une surcouche AirPlay, hein, c'est pas natif. Exactement, c'est un choix. Alors, en préparant cette émission, on a essayé de comprendre un petit peu comment ça marchait. On a été frappé par une chose, hein, Paul, tous les deux, en préparant l'émission, parce que Paul m'aide à faire l'émission, saluons-le, il m'aide beaucoup. C'est qu'il y a une présence forte d'un constructeur qu'on n'attendait pas du tout dans le secteur de l'automobile, c'est BlackBerry, avec QNX, et il semblerait que, justement, l'iOS, ou le système qui est installé dans CarPlay, en fait, tourne sur QNX. Qu'est-ce que tu as pu trouver comme info autour de ça concrètement? D'abord, qu'est-ce que c'est QNX? Pourquoi on le retrouve dans les voitures aujourd'hui? QNX, c'est un très très vieux système d'exploitation qui très vite s'est retrouvé en fait spécialisé dans tout ce qui est système embarqué, que ce soit les voitures, les avions ou quoi que ce soit. Et en fait, ça a été racheté par BlackBerry au moment où... C'est un système qui est industriellement très sûr. Hein. Il a des normes de conformation, je ne sais pas si le terme est bon, mais en clair, de conformité très élevée qui rassure les constructeurs, y compris dans l'univers de l'avion et de l'aéronautique. Oui, continue. Et donc c'est très très spécialisé et c'est très reconnu et il était visiblement, enfin tous les constructeurs étant basés là-dessus, il semblait difficile de faire l'impasse sur ce système-là. Donc on peut supposer que la plateforme d'Apple reste malgré tout en fait une plateforme pas propriétaire, mais en fait ils ont sûrement, je pense que c'est peut-être pour des questions de hardware, pas voulu s'embêter à porter une version coupée d'iOS dans les voitures. Moi je pensais qu'ils feraient quelque chose par rapport au système peut-être de l'iPod Nano qui a un iOS un peu déjà réduit. Non mais schématiquement QNX c'est un système unique, c'est à la base. Hein. POSIX pour les connaisseurs, mais c'est un système qui a plusieurs intérêts. Il est rapide, c'est un système temps réel. Et quand on dit temps réel aujourd'hui, c'était déjà un système temps réel quand il fonctionnait sur des processeurs 286 Intel il y a plus de 20 ans. Et c'est un système simple et de fait c'est un système absolument bétonné. C'est-à-dire que ça n'a pas la richesse fonctionnelle par exemple d'un noyau Linux de dernière génération, mais c'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande de faire, c'est ça. En gros ce qu'on lui demande c'est de pas planter, c'est pour ça que c'est un système qui a les faveurs de l'industrie, de l'aéronautique, des systèmes embarqués, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que CarPlay ne tourne pas sous iOS? Ça tourne sur QNX? Non, les systèmes POSIX, d'abord je suis pas un spécialiste, je vais pas rentrer dans les détails, mais les systèmes POSIX, c'est des API qui permettent de faire cohabiter des applications avec des systèmes Linux. Alors ça c'est la théorie. C'est-à-dire que finalement, ce système NQX, ça permet d'interfacer des applications comme CarPlay avec des environnements qui peuvent être différents dans la voiture. C'est une sorte d'API, une couche d'interface entre les deux, entre différents Linux pour faire simple. Et Cédric a raison. C'est extrêmement fiable, c'est temps réel et dans l'automobile, effectivement changer la musique, mais quand on touche aux fonctions de sécurité, c'est comme l'informatique industrielle et aéronautique, il faut que ça marche parce que quand le système pilote une caméra qui remet la voiture au centre de la route, il faut que ça marche, quoi. Donc soyons clairs, c'est peut-être une des raisons qui explique qu'aujourd'hui l'éventail d'applications est assez restreint parce que c'est pas aussi simple de porter une application native iOS parce que c'est pas du iOS natif. On parle au conditionnel bien sûr parce qu'Apple n'a absolument pas encore communiqué sur le sujet. Hein. À mon avis, c'est un petit peu plus compliqué que ça puisqu'il faut le téléphone. On est
dans de l'affichage, on n'est pas dans de l'exécution d'applications. Je pense que les applications ne sont pas exécutées par la voiture, mais exécutées par le téléphone. Ouais. Mais c'est à vérifier, mais je pense que NQX permet d'afficher une couche, on va l'appeler AirPlay Car, mais que les applis sont exécutées dans le téléphone. Alors, Cédric, on parlait tout à l'heure avec Astéroïde. On a parlé souvent ensemble, Jean-Louis, de tes voyages à Cupertino. Tu as vu certaines choses, notamment des choses dans des voitures. Apple n'a pas la puissance aujourd'hui d'imposer, comme le disait Cédric tout à l'heure, un iPad ou un écran d'iPhone multitouch dans la voiture. Moi, j'achète un autoradio Apple comme j'achèterais un autoradio Parrot. Alors ça n'a rien à voir avec mes voyages, mais ça a à voir avec ce que j'observe sur le marché chez mes clients. Si, ça a à voir. Mais les gens qui font de l'équipement automobile pour faire des écrans dans les appuis-têtes, aujourd'hui, sont en train de perdre un peu le marché parce que les familles achètent des iPads et naturellement, les iPads sont arrivés dans les voitures. Donc le problème, il s'est réglé naturellement. Comme nous ce soir. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'Apple a un intérêt pour l'intégration automobile de haut niveau depuis longtemps. Un des designers de la bande qui est autrichien est un ancien designer d'Audi. Il est un peu et de Lamborghini. Il est un peu monsieur voiture chez Apple. Alors ça a commencé Julian Christoph Honning, voilà, autrichien qui a rejoint Apple en 2010, 2002, 2008, il était chez Audi, 2008, 2010 chez Lamborghini. Voilà, j'ai un agent de Poutine à côté de moi. Je compte, j'ai mes notes, mais je les lis pas. Hein. Là, c'est l'arrêt, donc j'ai le droit de le lire. Alors, et effectivement, ça a commencé de manière très hardware en intégrant des connecteurs dans les tableaux de bord. Moi, j'ai le souvenir d'une Bentley au tableau de bord défoncé. Ben voilà, tu vois quand tu veux. D'une soirée merveilleuse. Voilà. Avec qui la soirée? J'ai pas compris. Avec des Américains et des différentes nationalités. Et des Français d'ailleurs. Designer. Ouais, designer, ouais. Et, y avait-il un Anglais dans le lot? Ouais, il y avait un Anglais. Il y avait un Anglais. Un Anglais très sympa d'ailleurs. D'accord. Qui porte sur des t-shirts. Aux cheveux très très courts. Voilà. Alors il y avait un Anglais, mais je pensais pas à celui-là, je pensais à un autre. Bon, bref. Ah pardon. Il y en a un qui est chevalier, mais il y en a un autre aussi qui est très important, un peu moins je pense que nos internautes et spectateurs auront compris l'allusion. Et concrètement, dans cette voiture, il y avait quoi? Un iPad dans le tableau de bord? Là, il n'y avait rien, il y avait un gros trou. Donc, dans ce genre de voiture, c'est un peu saisissant parce que... Tiens, ils font des expériences. D'abord, on n'a pas vraiment l'habitude de voyager en Bentley tous les jours, mais l'avoir un peu en mode DIY, c'est étonnant, quoi. Monsieur X, une réflexion en tant que marketeur, responsable marketing, ancien responsable marketing d'Apple qui connaît bien le marché de la tech. Est-ce qu'une entreprise comme Apple est dimensionnée à l'image du pari de Parrot, à savoir imposer un super autoradio connecté aux constructeurs? En clair, ce sont les utilisateurs qui choisissent et pas les constructeurs. Ils ont réussi avec l'iPhone, pour l'entreprise notamment. Moi, je crois pas, parce que l'industrie automobile, quand même, est là depuis bien longtemps, et que tout ce qui rentre dans leur voiture, ils veulent absolument le contrôler. Donc, je crois pas qu'il y ait jamais un constructeur significatif qui fait du volume, comme Toyota, par exemple, qui ouvre les portes à Apple, parce qu'une partie de la valeur ajoutée dans le futur, c'est l'électronique de la voiture et plus le moteur. Et vraiment, les constructeurs veulent contrôler ce qui se passe sur l'électronique et la valeur ajoutée de service dont parlait Jean-Louis tout à l'heure. Donc, je dis pas qu'il n'y aura pas un partenariat un jour pour avoir une meilleure intégration sur certains modèles chez un ou deux constructeurs haut de gamme. On peut penser à BM une fois de plus, où effectivement, à la place de l'écran standard, tu auras un iPad. Mais ça sera l'intégration haut de gamme et le revenu sera partagé à part égale entre Apple et BM, imaginons. Mais dans la plupart des cas, moi je crois que, une fois de plus, on l'a dit, c'est plutôt cette intégration de type écosystème qui est le but d'Apple. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça motive les constructeurs automobiles? Parce que, comme tu le disais fort justement, ils continuent à développer leur propre système embarqué, et je ne vois pas en quoi le constructeur automobile s'y retrouve avec un système CarPlay. Est-ce que Apple reverse de l'argent au constructeur automobile, ou est-ce que c'est le constructeur automobile qui reverse de l'argent à Apple? Je ne vois pas où est l'équation économique, et c'est ça qui me manque dans la photo pour pouvoir dire ça va partir dans tel ou tel sens. Maintenant, moi en tant qu'utilisateur,
CarPlay, même si c'est qu'une recopie vidéo de mon iPhone, ça sera déjà un tel pas en avant en termes d'usage par rapport à ce que je vis tous les jours dans ma BM, entre mon iPhone 5S et ma BM qui ne communiquent pas, alors que dans les plaquettes, c'est marqué qu'il y a une superbe intégration. Alors, on va essayer d'être un peu plus prospectif pour terminer cette émission. Ensuite, tu es d'accord, Jean-Louis, si vous êtes d'accord, messieurs. On va essayer de parler du futur. Aujourd'hui, il y a des paris qui sont faits en termes de standards. On sait qu'on a compris les enjeux, alors qu'on découvre la Tour Eiffel, magnifique. Ça semble fonctionner ce soir, pourvu que ça dure. Alors, comment on peut dessiner la voiture de demain, Jean-Louis? Est-ce que finalement, cette bataille autour des écrans, autour des interfaces, il n'est pas futile et qu'on ne va pas plutôt aller vers d'autres types d'interfaces beaucoup plus sûres? Je pense notamment au système de tête haute. On en a vu chez Garmin, notamment, qui équipe des GPS pour les voitures. Et c'est courant dans le secteur de l'aéronautique, notamment. Mais je crois qu'il y a trois choses qu'il ne faut pas confondre. Il y a l'intelligence générale de la voiture, c'est-à-dire le combat des OS. Il y a le combat des services et des usages, et il y a le combat des périphériques qui vont permettre d'interfacer un humain avec l'automobile. C'est trois choses différentes. Le heads-up display, c'est dur à dire, c'est comme le Komodo de volant inventé par Renault ou l'écran tactile, c'est des périphériques de contrôle. Le contenu, les datas et les services qu'on pourra créer, c'est la bataille qui va créer de l'argent. Et l'OS, le juge de paix entre des innovateurs comme Parrot qui sont un peu à l'état de l'art avancé et l'automobile, c'est la question de la sécurité et donc de l'intégration fine. Donc le véhicule du futur, il va être électrique, il va être régi par de l'informatique, c'est évident, pour gérer les batteries, gérer l'énergie, etc. Il va être serviciel. On commence à louer les batteries, on les possède pas. Alors qu'on passe devant le siège d'Apple. Voilà. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs d'Apple. Tesla, vous achetez des options sur l'écran et elles se chargent au fur et à mesure où on en a besoin quand on les paye et qu'on sort la carte bleue. Bon, on a un peu comme ça la préfiguration de l'automobile du futur avec une décision que tout le monde semble accepter, c'est que le conducteur, quand il voyage, fera autre chose que de conduire pour occuper son temps à écouter de la musique, lire des journaux ou accompagner le vieillissement des populations, comme c'est une des préoccupations aux États-Unis. Cédric, on a vu effectivement, tu en parlais en préambule de cette émission, enfin au tout début de cette émission, des expériences de la part de Google, notamment pour que en fait, on soit totalement immergé dans les services de Google, puisqu'on n'aurait plus à conduire, la voiture serait automatique. C'est un scénario auquel travaillent beaucoup les constructeurs automobiles, on l'a vu aussi du côté de chez Renault. Tu y crois à ce modèle-là ou ça va mettre du temps? On sait que les process de validation en matière de sécurité, il faut des infrastructures, c'est très très long. Moi, je suis assez étonné par le fait qu'en fait, ça va plus vite que je ne le croyais ou que je ne le craignais. C'est-à-dire que par exemple, il y a des questions qui se posaient au tout début de la voiture. Moi, je me souviens du premier, le challenge, le DARPA Challenge, DARPA qui est l'agence de recherche du Pentagone, qui voulait justement avoir des véhicules autonomes. C'était il y a presque 10 ans maintenant. Et on disait, bon, mais de toute façon, ça va prendre... Enfin, tu vois, on t'en parlait comme du vaccin contre le sida, quoi. C'est-à-dire, ça va prendre 10 ans, ça va prendre 20 ans, parce qu'en plus, de toute façon, il faut faire évoluer tout le paysage réglementaire qui se trouve autour. Il faut que s'il devienne légal d'avoir une voiture qui se conduise toute seule. Et ça pose en plus, parce que c'est des projets américains, des problèmes réglementaires et de droit et de responsabilité. Tu as un accident qui est responsable, etc. Et finalement, tout ça a été élagué extrêmement rapidement. Google a dû faire un boulot extraordinaire à la fois de lobbying et puis surtout de pédagogie pour arriver à faire en sorte qu'aujourd'hui ce soit légal dans toute une série d'États aux États-Unis. Donc finalement ça va plus vite que je ne le craignais. Les grands constructeurs ont pris les choses en main. Moi en octobre dernier j'ai pu tester une Nissan autonome où il y avait rigoureusement personne au volant. C'était absolument génial. Bon, c'était dans des conditions très contrôlées, etc. Mais ça va vraiment très vite. Et je pense qu'en prenant une vue assez longue et même très longue sur ce marché-là et les exigences qu'il peut y avoir autour, Google fait un pari qui est intéressant et qui pourrait se révéler payant parce qu'évidemment, imagine que tout à coup on te fournisse comme un système standard le truc qui va permettre de piloter ta voiture tout seul. Bon, le constructeur, plutôt que de le redévelopper lui-même, il va peut-être avoir tendance à l'adopter. Et voilà, donc je trouve ça intelligent et moi c'est le vrai truc que j'attends. Honnêtement, c'est pas CarPlay, c'est pas Astéroïde. Moi j'attends la voiture qui se conduit toute seule sur le périphérique sud dans les embouteillages et qui me permet de faire autre chose. Est-ce qu'on peut imaginer, Monsieur X, et je te donnerai la parole après Jean-Louis pour conclure, que certains grands constructeurs du secteur de l'high-tech se lancent dans l'automobile? Il y a eu des rumeurs récurrentes dans le passé du Nycar, que Steve Jobs s'est intéressé, et puis on a vu
que le projet n'a pas abouti. Il y a eu des rumeurs assez récemment d'un rachat possible de Tesla par Apple. C'est un scénario qui te semble plausible? De rachat d'un constructeur automobile par un géant de la tech, je sais pas, moi j'ai pas les clés pour répondre à ça. Je vois pas bien parce que c'est quand même des industries qui ont des fondamentaux extrêmement différents. Hein. En revanche, des alliances un peu poussées, oui, tout simplement parce que la voiture, on y passe du temps et ça diminue pas vraiment, et que les gens comme moi veulent une continuité d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une meilleure continuité d'usage avec mon iPhone, c'est-à-dire que je continue à faire des choses. Si je monte dans le tramway, si je monte dans le bus, bientôt si je monte dans le métro à Paris en attendant que la 4G arrive, ça c'est encore un endroit où on l'attend. Par contre, dans la voiture, je n'ai pas de continuité d'usage, quoi. Non seulement j'ai pas de continuité d'usage, mais je suis bien placé pour le savoir, je risque même de prendre une amende si je téléphone. Alors c'est sûr, il y a des tas de systèmes, il y a eu du Bluetooth, on peut appeler un peu, on peut avoir un peu des infos, de trafic, etc. Mais ce que proposent les constructeurs en termes de services et d'information, Jean-Louis le disait bien, là, il y a un décalage en termes de qualité de service qui est proposé avec ce que fait un smartphone, qui est devenu, entre guillemets, insupportable pour les gens comme moi. Donc cette nécessité de continuité d'usage justifie des démarches comme CarPlay. Je pense que ça va donner envie à d'autres. Il y a eu Google, Cédric en a parlé. Ça ne serait pas étonnant qu'on voit Samsung arriver. Et ça va être une extension de la bataille des usages, de la continuité des usages et une bataille des services à la voiture qui nous prend pour des gens citadins comme moi 2 à 3 heures de temps par jour. Et puis c'est un formidable endroit pour acheter. Parce que c'est sur le chemin du retour où on dit je veux une pizza, je veux une VOD, je veux ci, je veux ça. Et donc il y a une très très grande opportunité pour développer du commerce en ligne. Nul doute que ça va développer les appétits. Je pense à Amazon et on pourrait voir Amazon proposer des services associés à un Samsung par exemple. Pour conclure, Jean-Louis, la possibilité de voir arriver une Google Car, une vraie Google Car en collaboration avec un constructeur, une vraie iCar en collaboration avec un constructeur. On a parlé de Volkswagen à un moment donné. Alors plusieurs choses. La première, c'est que le véhicule autonome, il existe aussi en France, à l'INRIA depuis 20 ans. Donc Cocorico, il faut aussi... et que tous les systèmes de recouvrement de trajets développés en France par des startups viennent d'anciens de l'INRIA, de cette équipe. Donc il y a des... Et puis les Komodo qu'on retrouve sur les volants, Renault l'a inventé il y a 20 ans ou 30 ans sur ses véhicules. Alors il y a des savoir-faire en France. Deuxième point, la plupart des véhicules d'aujourd'hui, on ne conduit plus une automobile, mais on conduit un ordinateur qui conduit l'automobile, ce qu'on appelle le drive-by-wire. Donc quand vous freinez d'urgence, c'est la voiture qui décide à votre place. Quand vous prenez un virage trop vite pour rester sur la route, c'est la voiture qui décide à votre place. Et la limite, en fait, elle se situe dans un élément technique qui existe dans toutes les voitures. Donc, c'est pas si compliqué, qu'on appelle la prise ODB, qui est la prise de diagnostic qui permet là de rentrer le sésame dans des éléments d'information, de data du véhicule. Ce qui veut dire que les voitures peuvent envoyer des data. Elles savent où vous êtes, elles savent vous êtes près de la maison. Commande vocale, interface, quelle qu'elle soit. Comme le disait Monsieur X, on peut commander des choses. Et que finalement, le futur est déjà là. Les deux écueils, ça va être le passage à l'électrique où l'informatique va prendre le contrôle de toute la voiture, donc ça va accélérer les choses. Et puis une dimension, on va dire, humaine, parce qu'il y a une acceptation de véhicules automatiques qui va être peut-être un petit peu compliquée, mais rappelez-vous qu'il y a des voitures pas chères aujourd'hui qui se garent à votre place. Enfin, tout est là, hein, vraiment tout est là. Et je suis d'accord avec Cédric, l'accélération va être exponentielle. C'est-à-dire, Carlos Ghosn dit 10-15 ans. Moi, je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Carlos Ghosn, le PDG de Renault. Moi, j'avais une remarque qui est arrivée sur Twitter, où des gens bien intentionnés m'ont dit, bon, ils n'ont pas encore vu l'émission, mais ils en ont déjà entendu parler, qu'en fait, K2000 était une série d'anticipation et que vous démontriez que David Hasselhoff avait raison. Donc bravo à Jean-Louis et à toi. Alors, ce qu'il faut vous dire quand même pour la petite anecdote, hein, alors on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas très loin de la Tour Eiffel. Alors, on n'avance pas, il y a un gros embouteillage, il y a des policiers partout avec des gyrophares et on croise plein de voitures de policiers qui nous regardent d'un regard pas très content en disant mais qu'est-ce qu'ils font avec toutes ces caméras? Ils arrivent à conduire. Bref, pour l'instant, ils ne sont pas arrêtés et il y a plus d'histoire de circulation alternée. Je ne comprends pas ce qui se passe ce soir. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Je suis quand même épaté qu'on ait réussi à faire cette émission en 4G, que tout aille bien.
parce qu'il y a beaucoup de monde autour de nous, beaucoup de gens connectés en même temps, et ça montre que les réseaux sont bien dimensionnés. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Cédric. Ouais, je vais commencer. Jean-Louis parlait d'une interface standard qui est l'interface ODB, c'est ça, qui est l'interface des datas de la voiture. Et ben ODB est déjà utilisé par des applications tierces aux États-Unis. Regardez, ça s'appelle Automatic. Automatic, c'est une application et surtout cette petite prise que vous branchez justement sur l'interface ODB de votre voiture et qui tout à coup rend votre voiture connectée. Tout à coup, vous profitez des datas de votre voiture. C'est un peu comme si vous lui mettiez un bracelet de tracking d'activité au poignet, vous voyez. C'est-à-dire que tout à coup, vous avez plein d'infos sur sa consommation, sur sa maintenance, etc. Et aux États-Unis, ça coûte une centaine de dollars. Ça n'existe pas chez nous et là-bas, ça ne fonctionne pas sur les véhicules diesel pour des raisons que je ne connais pas, mais il paraît que tout ça va s'arranger. Et ça vous permet d'installer des comportements automatiques. C'est-à-dire, par exemple, quand j'arrive chez moi, ça envoie un SMS à mon épouse. Alors, ils vous ont pris des exemples rigolos. Il y en a un, c'est si je me gare devant un bordel au Nevada, ça envoie un SMS à mon épouse aussi. Bref, il y a plein de comportements de la voiture, de positionnement et d'alerte que tu peux automatiser et gérer à partir de ton smartphone. Je trouve ça extrêmement, extrêmement intelligent. Et puis évidemment, et j'en finirai par là, et en plus il faut que j'y aille, le coup de cœur de la semaine, Android Wear. Android Wear, absolument, indépassable. Ça y est, Android s'étend aux objets connectés. En clair, ça pourrait devenir la plateforme sur laquelle les constructeurs qui travaillaient jusque-là sur des systèmes disparates pourraient développer leurs prochains objets. Et à commencer évidemment par les montres. On attend de voir celle de Motorola, on attend de voir celle de LG. Et surtout, dans la vidéo de démo qu'on voit ici, il y a ce qui transparaissait dans les choses que je pensais jusque-là, c'est que Google Now, ce système qu'on a sur son smartphone et qui automatiquement te dit « Tiens, il est 18h, tu sais que si tu veux rentrer chez toi, il va te falloir 41 minutes par le périphérique. » Bah évidemment, Google Now sur une montre, ça a une pertinence absolument absolue à voir des informations de manière immédiate sur ton environnement au moment où tu en as besoin sans avoir besoin d'aller les chercher. Voilà. Une chose qu'il faudrait quand même qu'on n'oublie pas ce soir, parce que je devais vous en parler tout à l'heure, mais j'étais un peu perturbé par la maréchaussée qui m'a regardé de travers. Il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'ici 2015, la Commission européenne, le Parlement européen travaille à l'implantation d'une carte SIM, d'une ligne par défaut sur toutes les voitures pour des raisons de sécurité. Donc la voiture pourrait appeler automatiquement en cas d'accident si l'airbag se déclenche. Donc là, on voit qu'il y a aussi une nécessité, et peut-être que cette accélération que tu décrivais, Jean-Louis, avec Cédric, va pouvoir arriver aussi du côté des pouvoirs publics parce qu'ils aimeraient bien que les voitures soient connectées simplement pour des raisons de sécurité. Merci Cédric pour ce coup de cœur. On passe tout de suite à Monsieur X. Olivier, j'en ai déjà parlé, un petit coup de cœur rapide, c'est le site de Jean-Louis Gasset, mondenote.com, si vous ne connaissez pas, allez-y. C'est comme Jean-Louis Fréchin pour le design. Voilà, quand ces gens-là parlent, c'est plus simple et on se sent plus intelligent, même si on n'est pas d'accord avec eux. Donc c'est toujours un vrai régal. Mondenote.com. Après, mon coup de cœur matériel de la semaine, c'est ma nouvelle imprimante, la Epson XP610. J'avais besoin d'en changer et puis elle fait bien ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle imprime parfaitement depuis le Wi-Fi. Alors que j'avais des petites difficultés avec le modèle précédent. Et puis surtout, j'avais pas ça avant, elle marche en AirPrint, donc je peux imprimer, même si c'est un peu gadget, avec mon iPad, mon iPhone, et ça m'arrive régulièrement quand il y a une urgence, besoin d'imprimer un plan ou une note. Elle est petite, elle est compacte, le setup est une vraie merveille, et c'est la première imprimante, la Epson XP610, que je vois se connecter à Internet et faire sa mise à jour de firmware toute seule comme une grande, depuis les serveurs du Japon. Donc, si vous cherchez un bon modèle, elle est en vente sur l'Apple Store en ligne au moins. N'hésitez pas. Je finis par un petit coup de gueule parce que celui-là, il m'énerve vraiment. C'est iOS 7.1 sur iPad. Et je m'explique pourquoi. Alors, il paraît qu'il y a CarPlay qui arrive avec iOS 7.1. On ne peut pas le vérifier. En revanche... Attends, la fin de l'année, pas CarPlay, monsieur. Ouais, Apple a modifié le comportement de l'iPad au niveau de la publicité. À savoir que régulièrement, l'App Store sur l'iPad se déclenche et vous propose de télécharger une application. Et cette donc c'est une espèce de pub, une espèce de pop-up, ça force le déclenchement de l'App Store, ça vous propose de télécharger une appli gratuite, heureusement, mais cette appli c'est quoi ? Eh bien c'est un jeu de guerre, un jeu de bataille qui s'appelle Game of War. Voilà, donc j'aime pas qu'on me pousse des applications, que ça soit forcé dans iOS 7.1,
Ça me révolte un peu parce que moi j'achète Apple pour pas subir la pub. Et en plus, Game of War pour mes filles qui sont pas encore en âge de comprendre tout court avec des images où les gens se coupent avec des couteaux, ça me plaît pas terriblement. Donc que Apple nous retire cette fonction où il nous pousse et nous suggère des applis en déclenchant l'App Store en automatique, c'est vraiment juste nul. Et ça me fâcherait avec l'iPad. Merci Monsieur X. Jean-Louis, quel est ton coup de cœur ce soir ou ton coup de gueule? Non, moi je vais ni coup de gueule ni coup de cœur, mais un peu d'auto-promo. Ouais. Aujourd'hui c'est un grand jour. On a reçu un produit à l'agence qui est une carte électronique de prototypage qu'on a conçue et inventée. J'ai vu ça sur Twitter. Qui va permettre de faire des objets connectés en les programmant avec le langage du web, c'est-à-dire l'HTML et le JavaScript. Ouais. Et de faire nativement des applications, parce qu'il y a un serveur dans la carte. C'est une sorte de méta-design pour permettre à d'autres personnes que nous de prototyper simplement finalement le web des objets. Donc c'est 2 ans de boulot. La première est arrivée aujourd'hui, donc on est tout content, je voulais le partager avec vous. Donc c'est rendre connectables des objets qui ne le sont pas forcément. C'est-à-dire voilà, vous allez programmer des applications web pour piloter de l'électronique qui vont donner des comportements à des objets comme on fait à nos designs, pourquoi pas des montres, des lampes, enfin tout ce qu'on peut imaginer. C'est génial. Moi, je sais parce que Jean-Louis l'a tweeté, donc je l'ai retweeté aveuglément parce que si Jean-Louis le tweet, c'est forcément génial. Et après, je suis allé lire pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Et de fait, je suis content de l'avoir retweeté. Mais je suis avec Jean-Louis, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est jamais déçu. Autre coup de cœur peut-être c'est deuxième séquence d'autopromo, c'est Futur en scène se prépare. Ça va être alors Futur en scène en quelques mots. La grande fête du numérique à Paris, internationale. Beaucoup d'étrangers, beaucoup de startups français, plein les yeux, bonnes nouvelles, bonnes idées. Et cette année, ça va être ma dernière édition et ça promet. Commissaire général, c'est ça. Voilà, pour la dernière fois. Et je pense que ça va être un cru, en tout cas foisonnant qui s'annonce très bien. Donc vous êtes tous invités, c'est gratuit, au mois de juin, 12, 13, 14, 15, à la Gaîté Lyrique et au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris, dans le centre. Le rendez-vous est pris, nous serons présents. Merci Jean-Louis. Paul, si tu nous entends, quel est ton coup de cœur ce soir ? Suis là. Alors mon coup de cœur, je vais faire des infidélités à Apple, c'est la Moto 360. Toi, pitié. Et toi, Macadie, si. Ce n'est pas possible. Toi, le gardien du temple. Le gardien du temple, notre anthropologue du Mac. Et pour une fois, justement, quelqu'un qui veut faire un minimum d'histoire doit avoir un regard impartial et je suis obligé de reconnaître que cette montre est magnifique et qu'elle a l'air très prometteuse. Alors c'est la nouvelle montre de Motorola, la Moto 360, qui ressemble enfin à une vraie montre, quoi. En gros l'idée. Donc un boîtier rond, un boîtier métallique. Alors je vais essayer de vous faire des coups de cœur comme ça au volant, ça va pas être simple. Premier coup de cœur, il est facile, il est à ma droite, c'est ce petit support aimanté pour l'iPad qui nous a permis d'accrocher l'iPad avec la visioconférence Hangout. C'est un petit système aimanté, vous mettez l'aimant derrière, vous n'êtes pas obligé de le coller, vous le mettez derrière un support ou une housse et l'iPhone ou l'iPad tient comme par magie, ça peut aller derrière pour les enfants. Ça coûte 19 €, j'ai trouvé ça chez Macway, c'est très bien. Autre système aimanté également qui est très original, c'est le nouveau système, plus qu'un système, c'est une famille de produits de chez Logitech. Qu'est-ce plus, c'est d'abord une coque avec derrière une petite cover, smart cover à façon iPad que vous pouvez mettre pour protéger l'arrière et surtout transformer la coque avec un petit pied comme à l'instar d'un iPad et la smart cover. Et surtout cette smart cover magnétise la coque et on peut donc l'accrocher à un support ventouse comme ce système scotch qu'on a ici dans la voiture et puis voilà, donc c'est assez original et vous avez ce qu'aime beaucoup Monsieur X, la possibilité également de clipser une batterie. Ça s'appelle donc le système Case Plus de Logitech. C'est un peu cher, beaucoup plus cher que scotch, autour des 40 € pour la coque. Si vous voulez en plus avoir la batterie, il faudra monter jusqu'à 100 €. Voilà, merci d'avoir participé à ce 160e ou 161e, je ne sais plus, numéro dont refait le Mac. On est presque de retour à Boulogne au studio 26 de Victor Image. Nous passons devant la maison de la radio. On est un peu en retard à cause des embouteillages. L'excuse est facile. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à faire cette émission et à suivre. Ça n'a pas toujours été évident. Le trafic n'était pas forcément avec nous ce soir. Mais en tout cas, le trafic bétonnait sur Internet. Bravo, la 4G de Bouygues. Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac et sur son Twitter @TrueMrX. Paul, vous allez le retrouver de plus en plus souvent sur Refait le Mac. Vous allez voir, on vous réserve plein de surprises. Bonne soirée, Paul. C'est trop mal esclave. Merci. Oui.
Cédric, vous le retrouvez chaque semaine sur LCI. Qu'est-ce qu'il y a au menu de l'édition de plein écran dimanche à 13h10, je crois, sur LCI? Écoute, pour te dire, il y a tellement de choses qu'on est en train de mettre en boîte en ce moment. Il y avait InnoRobot, le salon des robots cette semaine à Lyon. Il y a plein de choses. Il y aura un grand shopping de plein écran. Je suis pas sûr de savoir encore dans quel sens on va diffuser les choses. Donc voilà, we will keep you posted et allez faire un tour sur la page Facebook de plein écran. Vous retrouverez au moins toutes les archives. Et cliquez j'aime. Et cliquez j'aime, c'est obligatoire. Jean-Louis, tu reviens quand tu veux. Hein, on a pris beaucoup de plaisir à faire cette émission. C'était un peu rock'n'roll. On s'est fait peur à 2-3 reprises. Non, c'était sympa, c'est bien. Notamment lorsqu'on était à l'Étoile, on a fait nous couper en 2, 3 ou 4 fois. Ça fut une belle épreuve. Mais bon, voilà, ça apprend les réflexes. C'est comme un jeu vidéo maintenant, les voitures. C'est incroyable. Et merci donc aux équipes d'Audi de nous avoir mis à disposition cette auto. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un sujet un peu plus, et un univers un peu plus normal puisqu'on sera en studio. On va essayer de parler du futur d'iOS et notamment d'iOS 8. Soyez au rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Avec la 4G Bouygues Télécom, retrouvez l'émission On refait le Mac.